Histoire orale de la production intellectuelle en Afrique du Nord. Maroc, Algérie, Tunisie. Bonjour Si Mohamed Bonjour. et merci de ton accueil et de ta disponibilité. J'aimerais commencer par te demander de te présenter de la manière que tu souhaites. Tu es qui? Alors, je suis Mohamed Touzi, donc actuellement, donc j'ai plusieurs vies. En fait, maintenant, on est à la fin d'une vie, d'une trajectoire. Donc, je suis actuellement co-directeur d'un laboratoire du CNRS, donc d'Aix-en-Provence, qui s'appelle Mésopolis. Donc, c'est une UMR, une unité mixte recherche, qui est le résultat d'une fusion entre le laboratoire méditerranéen de sociologie, le LAMES, et le Sherpa, un laboratoire de Sciences Po, qui était un petit laboratoire. Donc je suis le co-directeur avec un sociologue qui s'appelle Marc Bernardo, qui est lui professeur de sociologie à l'Université d'Aix-Marseille. Alors que moi, j'exerce actuellement comme professeur de sciences politiques à l'Institut des études politiques d'Aix-en-Provence. D'Aix-en-Provence. On va commencer par le début. Tu es né à Casa? Oui, je suis né à Casablanca, donc en l'indépendance en 1956, exactement le 19 juillet 1956. Et donc, dans un quartier populaire, c'est Del Sultan, donc la nouvelle Médina. Mais la maison de mes parents est une maison dans un quartier, j'allais dire, une extension de ce quartier historique, donc, où les grands propriétaires fonciers de Casablanca avaient mis en lotissement des quartiers, toute une série de lotissements qui s'appelaient Sidi Marouf 1, 2, 3, 4. Et moi, j'habite Sidi Marouf 4. Donc, mon père a acheté un lot de 64 mètres carrés et il a construit pendant 5-6 ans un immeuble de 3 étages où on a habité. Donc, c'est là où je suis né. Il y avait beaucoup de terrains vagues, bien sûr, aux alentours, beaucoup de vides. Et donc, du coup, pour faire l'école primaire, on était obligé de traverser un énorme champ vide. On a appris les saisons à ce moment-là, parce qu'il y avait des flaques d'eau, etc. Donc, on arrivait... on connaissait le printemps, on connaissait l'été. Et les parents étaient de quel milieu social? Je ne peux pas dire classe moyenne, ni même classe... mon père est originaire de la région de Casablanca, qui est d'une tribu, une fraction de tribu des Ch'touka, et certainement c'est une tribu déplacée au XIXe siècle des Chous. Mais bon, dans sa mémoire, il a oublié qu'il était d'origine berbère, parce qu'il était arabisé, etc. C'est une tribu berbère déplacée. D'ailleurs, dans les environs, entre Azmour et Casablanca, il y a plein de petites localités avec des morceaux de tribus déplacés. Mon grand-père s'est déplacé à Azmour, donc dans l'ancienne ville d'Azmour. Mon père devait avoir une dizaine d'années. Il y a eu une grande famine. Et son père était mort, et donc sa mère et sa grand-mère se sont déplacés à Casablanca. Et les gens qui arrivaient par le sud-ouest s'installaient généralement à Drb Ghallef. Des quartiers qui ont émergé en dehors de la ville européenne. Mais c'était un quartier avec une grosse identité. C'était pas un bidonville? Non. C'était du construit. Le terrain appartenait à Ghallef, qui était un propriétaire. Et les gens soit construisaient et louaient un peu à l'anglaise, payaient la location du terrain. Ils avaient ce qu'on appelle zina, juste la maison, ou des copropriétés. Ce quartier jouxtait le quartier de Ma'arif, qui est le quartier des petits blancs. Des petits blancs, c'est-à-dire les Italiens, les Espagnols et les petits Français. Donc c'est le quartier actuellement qui a été hérité par la suite à l'indépendance par les enseignants, les professeurs et quelques artistes. C'est la grande Joteya de Drb Ghallef actuellement, le plus grand marché d'électronique clandestine et informelle marocaine. Mon père, en tant que jeune homme moderne,
vraiment à peine alphabétisé. Il a commencé par faire plein de métiers, commerçant. Puis après, il est devenu en 56, donc une fois avant de se marier, je pense, il est devenu taxisman. C'était parmi les premiers taxis de Casablanca. Enfin, il a eu un agrément pour avoir son taxi, et c'était le numéro 15 de l'époque à Casablanca. Le 15e taxi. Le 15e taxi de Casablanca. Et c'est avec le taxi qu'il nous a élevés. Et c'était pour lui un métier de liberté. Il était fier d'être son patron. Et à l'époque, on était à la fois propriétaire de son taxi, propriétaire de son agrément, donc il était assez à l'aise. Donc il vivait à l'aise. La voiture aussi, c'était la sienne. Tout était, oui. Donc il travaillait quand il voulait. Et il gagnait bien sa vie. Donc il a pu construire sa maison, élever ses enfants. On vivait. Ma mère est originaire d'un petit douar. Elle est d'Ouled Haris, donc une tribu du sud de Casablanca, une grande tribu. Le terroir de mes grands-parents maternels, de ma grand-mère maternelle et mon grand-père maternel, c'est l'aéroport de Casablanca, le grand aéroport. Le nouveau. C'est l'aéroport. Les terrains sont des terrains de ma grand-mère et mon grand-père. Enfin, ils n'ont pas tout le terrain, mais ils étaient expropriés en 1942 quand les Américains sont arrivés. Ma mère a un petit lopin encore qui l'a fait rêver. Mon grand-père était un talib, donc un petit clerc rural. Ma grand-mère maternelle est la fille d'un grand notable, un peu une sorte de bandit notable, qui était assez connu. Ma grand-mère maternelle, je l'ai connue, paternelle, je l'ai connue. Elle était fille d'un muqaddam. D'un petit auxiliaire d'autorité. Bon, ils ont connu aussi les moments de difficulté des années 40, la famine, difficultés. Mais en gros, c'était ça, des ruraux moyens qui sont arrivés à Casablanca dans les années 40, les deux d'ailleurs, les deux familles. La famine dont tu parles, parce que tu l'as évoqué 2 fois, ça a marqué les gens. De toute façon, ils parlent de l'année des bons, Am al-Boun. Où l'alimentation était rationnée, le sucre était rationné, etc. Avant, il y avait des sécheresses, surtout la famille de ma mère, c'est des agriculteurs, même si maintenant l'urbanisation est arrivée chez eux, mais c'est des agriculteurs. Donc, par contre, dans la région de mon père, où on a encore des terrains agricoles, c'était souvent des petites merjas, mal avec beaucoup de doum, du jujubier, etc. Et c'est une agriculture extensive, avec un peu d'élevage. Ils étaient très méprisés par les autres. Et donc ils ont connu la famine pendant les sécheresses fin des années 30. Je ne me suis jamais intéressé vraiment scientifiquement à ça. Mais c'est des souvenirs. Est-ce que tu as eu des récits de cette famille? Les récits, oui. On en parlait un peu. Que les gens creusaient pour manger des tubercules, que ma grand-mère a vendu un terrain à un cheikh pour une abra de 15 kilos de céréales, de maïs, etc. Donc, et qu'ils ont dû partir à Zemmour parce que c'était plus vivable. Même chez mon père, ça n'a pas laissé vraiment de traces un peu au niveau du comportement, du rapport aux choses. Donc c'était juste un passé lointain. Par contre, ce qu'on appelle l'année de Boun, c'est les années 42-43, c'est la guerre, où il y avait le rationnement. Ça donnait lieu aux gens, des possibilités aux jeunes qui étaient, agiles. Oui. Agiles pour trouver les ressources, faire de la contrebande. Ça, il en parlait. Donc, ton éducation dans la famille, c'était quel genre d'éducation? Plutôt ouverte? Ah oui, très, très ouverte. C'est-à-dire que mon père avait une grosse culture religieuse, mais culture religieuse orale. Il a été homicide comme tout le monde, il est alphabétisé, mais c'est pas quelqu'un qui a appris le Coran dans son ensemble. Ma mère, non. Ma mère, il a une piété, c'était une piété, j'allais dire, là aussi très
trivial. Et donc il n'y avait pas vraiment d'éducation religieuse. Et on m'a mis dans le MSID un peu, dans le MSID du quartier un peu, mais pas d'obligation religieuse. Non, jamais mon père m'a dit tu pries, tu fais quoi que ce soit. Ma mère, elle est née dans le rural, mais elle est venue à 5-6 ans à Casablanca, donc elle a grandi à Casa, là aussi dans le quartier de Sultan. On peut voir, il y a des photos où mon père, ma mère a 16 ans et lui a 22 ans. C'est des jeunes de Hollywood, avec des tenues extrêmement modernes. Ce qui était central chez eux, c'est l'école. Que ce soit ma mère ou mon père. Ma mère est analphabète. Et ça fait 40 ans qu'elle fait des cours d'alphabétisation. Elle n'y arrive pas encore. Par contre, elle nous suivait quotidiennement pour faire nos exercices, etc., même si elle tenait le cahier à l'envers. Donc l'école était centrale. Donc, et très tôt, il m'a fait entrer dans une école privée qui était à côté de la maison, où j'ai suivi mes premiers cours d'alphabétisation à 3 ans, en m'offrant mon premier cartable en cuir. Et on a déménagé en 1960, on est arrivé à Sidi Marouf. J'avais un oncle qui habitait à côté, et il m'a inscrit, j'ai rentré à 6 ans dans cette école primaire, et très vite on m'a fait passer la première classe. Je savais lire, écrire, etc. Je suis rentré, j'ai fait le CE1 très vite, donc j'ai gagné une année. Donc ce qui est très mauvais d'ailleurs, d'avoir un décalage avec la cohorte. J'en ai souffert pratiquement jusqu'au début du secondaire. J'étais né en 56, j'avais des élèves, des collègues avec moi, enfin des élèves avec moi qui étaient... Le plus vieux était né en 48. On avait 8 ans de différence. Et l'école primaire était éloignée de la maison d'à peu près, je dirais, 1,5 km. Donc il fallait faire à pied. C'est là où j'ai connu Hassan Rachiq. Donc on a fait cette école ensemble. Il habitait donc à côté du quartier, dans le même quartier que moi. Hassan Rachiq, hier, justement, il me disait que l'espace extérieur, l'espace public, pour les gamins que vous étiez, était un troisième espace d'éducation qui a beaucoup compté. Oui, moi, pas dans les premiers temps. C'est pratiquement jusqu'à 12 ans. Mes parents étaient très soucieux de me contenir à la maison. Donc, il n'y avait pas de... J'avais accès à l'espace public. La peur? Oui, ils avaient les mauvaises fréquentations. Si, je sortais, j'avais des copains, mais c'était assez... J'étais pas un enfant de quartier. Jusqu'à l'école primaire, j'étais plutôt avec mes cousins. C'est après que j'ai commencé à avoir un autre espace avec des amis du quartier. À ce moment-là, c'est devenu un vrai espace de vie, d'échange, d'apprentissage, des règles d'apprentissage, de rapports de force. Vous avez d'autres frères et sœurs? J'ai 6. On est 6 dans la famille. Je suis l'aîné. C'est Serrage dont tu parlais. Est-ce que ça touchait aussi les filles plus ou moins? Ou est-ce que c'est la même chose? C'était la même chose. C'était pas vraiment du conservatisme. C'était juste la peur du risque de la vie. De la protection. De la protection. Ça durait jusqu'à 10 ans, 11 ans. Après, ça y est, l'espace public est devenu notre espace de vie. Avec, bien sûr, des changements de fréquentation. Moi, j'habite un grand boulevard. Parce que le grand boulevard ne permet pas d'avoir une vie de quartier. Donc, j'ai commencé par avoir une séquence avec mes cousins, dans le quartier de mes cousins, parce qu'ils étaient plus grands, donc ils me protégeaient. Puis après, j'ai un autre quartier des collègues d'école primaire, au début du secondaire. Et après, je suis parti dans d'autres espaces un peu plus lointains, les copains du lycée, dans leur quartier. Maintenant, tu les as rencontrés à peu près? Alors, c'est progressif. Hassan, c'est le premier. Parce qu'on a fait la classe ensemble, avec Hassan, primaire, puis on a fait le secondaire ensemble, on a fait le lycée ensemble, puis l'université ensemble. Donc ça, c'était un long parcours. Le lycée, c'était... On est à Abdallah. Le collège était le plus loin, parce que c'était quand même 40 minutes Ah oui? à pied. 40 minutes.
Le lycée, c'était pas loin. Le collège, tu le faisais à pied? J'avais une bicyclette, je le faisais à pied. Mais souvent, on y allait à pied, en groupe, ou moi j'avais une bicyclette. Sauf qu'en bicyclette, c'était une montée. J'ai ma tante qui habite à mi-chemin. Ouais. Et donc, je déjeunais chez elle. Et c'était aussi une vraie expérience de socialisation dans une autre famille que la nôtre. Donc, d'apprentissage de beaucoup d'autres choses. Elle avait des gamins, j'imagine. Elle avait des gamins, des gamins, mais moi j'y allais à midi. Oui. Donc quand je revenais de l'école à midi, puis je revenais. Et donc c'était une expérience intéressante à l'époque aussi. Et après tu reviens donc au lycée, toujours avec Rachir. Avec le lycée, tu étais au ciné-club. Ça c'est un autre moment. Jusqu'au lycée, j'avais pas beaucoup d'activités. Bon, j'avais que mes études. Oui. Tu étais un bon élève? Oui. Moyen, mais non, pas. Moyen bon. Moyen bon, bon, studieux en tout cas, sérieux. Sérieux. Alors, le premier déclic qui va se faire, où mon espace va s'ouvrir, va devenir un autre espace, c'est en 4e année, c'est la première année du lycée. Et j'étais orienté lettres, parce que entre la 2e année du collège et la 3e année, on a eu un mauvais prof de maths. Et que ce passage à l'abstraction, où c'était un moment pédagogiquement extrêmement précis, on l'a raté. On n'était pas assez bon pour faire sciences maths, sciences ex, qui était la filière d'excellence. Et donc, on a été orienté lettres modernes. Et donc, je suis arrivé au lycée Moulay Abdellah en lettres modernes, avec une deuxième clash, c'est qu'en langue, j'étais orienté espagnol, au lieu d'être orienté anglais. Ce qui était, là aussi, qui va par la suite être un peu handicapant. Et à l'époque, à la 4e année, il y avait de nouvelles classes d'économie qui se sont ouvertes dans le lycée Mohamed V, une classe pour le Maroc d'économie. Et en 4e année, j'ai eu de très bonnes notes en maths. Donc j'ai demandé à être orienté économie dans cette classe d'excellence au lycée Mohamed V pendant l'été. On rentre en 5e année, j'étais allé chercher mon dossier pour aller à Mohamed V. On m'a dit non, tu restes en lettres modernes. Et c'était pour moi une énorme injustice. Je rêvais de devenir un ingénieur statisticien. Ça ressonnait très bien dans ma tête. Statisticien. Tu as raté l'année de passage. Je suis resté au lycée Moulay Abdellah. Mais mon père était il était soucieux, parce que j'étais vraiment triste pour ne pas faire. Et il m'a inscrit à l'Institut français. Il m'a inscrit à la bibliothèque. Et il y avait, à l'époque, le Centre culturel français organisait un cycle d'économie. Des cours d'économie le jeudi soir, de 6h à 8h du soir. Et ça a été un tournant dans ma vie. Je prenais le bus et j'allais dans cet institut et j'allais à la bibliothèque. Donc j'empruntais des livres. Chaque jeudi, j'avais droit à 2 livres en français. Et donc j'ai commencé à lire chaque semaine 2 livres. Ça a commencé par Contes et légendes. tous les livres Contes et légendes, je les ai lus. Et après à 6h, je faisais le cours, qui me donnait l'impression de faire de l'économie. Bon, je devenais très bon en français, donc c'est un peu le miracle de la lecture. C'était aussi un espace où tu découvres le livre, bien sûr. Et j'ai découvert aussi, parce qu'on faisait les cours dans l'école primaire derrière le centre culturel, qui est une école primaire, et je découvre aussi ce que c'est qu'une école primaire française. C'était différent de nos écoles, même du lycée à l'époque. Et après, bon, bien sûr, j'ai eu mon baccalauréat du premier cours assez facilement, lettres modernes, à aucune idée de ce que je vais faire après. Juste avant de parler de l'après, est-ce que tu n'as pas été à ce moment-là tenté par le politique? Non, mon première expression, j'allais dire, politique, c'était vivre les deux coups d'État.
un peu de façon un peu ambivalente. Heureux, pas heureux, avec la peur, etc. Bien sûr, j'ai vécu les événements de 65, mais avec des souvenirs très, très vagues. J'étais trop jeune à l'époque. J'avais un oncle qui est mort depuis, qui était au lycée Mohamed V. Donc, qui nous racontait. Donc, qu'est-ce qui s'est passé. Et mon père était très, très réticent à faire de la politique. Lui-même avait fait de la politique, il était du parti de l'Istiqlal. Je pense même qu'à un moment donné, il a été enquêté par les flics. Ils sont venus un soir. Donc, mais je ne savais pas pourquoi, d'ailleurs, je n'ai jamais su pourquoi, pour activité politique. Mais il ne voulait pas parler. Parce que ma première photo bébé, c'est que j'ai toujours d'ailleurs, c'est mon père sortant d'une pièce de théâtre qu'il jouait le jour de la fête du trône. C'est dans 1957. Il faisait du théâtre ou du théâtre? Oui, il faisait du théâtre, mais presque en analphabète. Il n'était pas un intellectuel. Il avait une certaine culture artistique. Dans l'expérience du lycée lui-même, le lycée était en pleine effervescence. Bien sûr, j'ai le premier traumatisme des forces de l'ordre qui sont rentrés au lycée, qui nous ont bastonnés. Ça, j'ai reçu ma part de bastonnade, j'ai fui. Mais je n'avais pas d'activité moi particulière. Moi, j'étais par contre celui qui tenait à assister aux cours. Tu arrives au bac, tu obtiens ton bac. Oui. Et après... Le bac, c'est 72, 73. Et à l'époque, c'était l'année de l'interdiction de l'UNEM. Et l'UNEM gérait les bourses. Et donc, je reçois un télégramme. J'ai fait un dossier de bourse. Et je reçois un télégramme. Tu dois t'inscrire à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, section sciences politiques. Économie. Moi, je voulais m'inscrire en économie, en sciences économiques au départ. Ouais. Je pensais que c'était ce télégramme qui associait ma bourse à la science politique était obligatoire, alors que ce n'était pas le cas. C'était juste une proposition. Donc, je m'inscris en sciences politiques à l'époque. On était à l'époque une centaine d'étudiants, toutes sections comprises, droit, économie et sciences politiques. D'ailleurs, on faisait des cours communs. À l'université à l'époque, c'était une section de l'université Mohamed V de Rabat. Il n'y avait qu'une seule université au Maroc. Et très vite, j'ai aimé quelques cours. Et l'activité à laquelle ça donnait lieu. Des cours ou des profs ou les deux? Les deux. Et on avait beaucoup de Français à l'époque. Il y avait très peu de Marocains. Il y avait qui, par exemple? Il y avait Colson, Godemey. Yves Godemey, c'est le fils de Godemey, le fameux Godemey de Paris 1, qui lui-même Godemey, qui était prof, qui nous enseignait les institutions internationales. On avait Colson qui a fini à Montpellier, qui nous enseignait les relations internationales, un cours d'histoire des relations internationales. Tout ça. On avait surtout Aziz Blel, qui était à l'époque le grand Aziz Blel, qui nous faisait économie politique. L'Hababi, c'est Mohamed L'Hababi qui nous faisait géographie économique. Et on devait être à l'époque une quarantaine, la deuxième année, qui était un peu plus dur, moins intéressant, parce que c'était plutôt de droit. Finances publiques, droit administratif, etc. Tu débarques dans une faculté où c'était mixte, avec une proportion assez importante de jeunes filles. Donc, c'est un autre espace, d'autres fréquentations, Et en fait, la troisième année, parce que la licence était en 3 ans à l'époque, je me suis énormément concentré sur l'année. Et j'ai un peu explosé le plafond de mes notes. Donc je suis sorti major de la promotion. Donc à l'époque, je pouvais avoir une bourse pour aller en France. Mon père était réticent, je n'étais pas très chaud non plus. Et on avait créé le service civil à l'époque. Donc je voulais faire mon service civil aux Nations Unies. Et j'ai écrit au secrétaire général des Nations Unies. Mais bien sûr, je n'ai pas reçu de réponse du tout. Et j'avais comme j'étais major de la promotion, j'ai demandé à faire le service civil à la fac, à la bibliothèque.
Et donc en même temps, je me suis inscrit pour faire ce qu'on appelait à l'époque le DES. Toujours en sciences politiques. En sciences politiques, droit international. Je fréquentais à ce moment-là le ciné-club. Pas beaucoup, mais en tant qu'adhérent. Mais c'était surtout les études. Tu étais encore chez les parents à ce moment-là? Toujours chez mes parents, donc avec ma chambre, qui était déjà un luxe d'avoir une chambre. Et la première année, j'ai eu ma première claque. Ma première claque dans mes études, j'ai eu une note éliminatoire en droit constitutionnel chez notre ami Amelou. Il nous avait donné un sujet sur le dualisme dans les régimes parlementaires. J'avais fait un très bon devoir. Et il m'a donné 4. Je trouvais ça très injuste. Bien sûr, j'ai refait ma deuxième session. Deuxième session, ça veut dire septembre. Septembre, donc j'ai fait, comme on disait. Et bon, j'ai réussi, et j'étais le seul. Et en deuxième année, mes premières activités, si tu veux, syndicales, politiques, commencent à ce moment-là un peu. Un peu, une petite question. Est-ce que la bibliothèque, c'était... Est-ce que tu as fait des découvertes? Attends, je vais te parler de la bibliothèque, parce qu'elle n'est pas à part, on parle des études. Mais la bibliothèque est à part, c'est vraiment là où j'ai appris. Là, c'est les études. Donc, en deuxième année, c'est un peu le revirement. On a fait grève. Et j'ai eu l'altercation avec mon prof de relations internationales parce qu'il m'accusait d'être meneur dans ce truc. Donc c'était ta première action? Moi, action, oui, syndicale, politique. Elle a écrit une lettre au Premier ministre, au président du Parlement, dénonçant l'incompétence des profs. Même en deuxième année, il a fallu la protection de quelques profs pour que je puisse réussir. J'étais à la bibliothèque, je ne faisais que lire. J'ai commencé à apprendre la documentation, à être documentaliste, donc à dépouiller les revues. Donc j'ai appris ce métier de documentaliste. Donc je faisais de la documentation. Et à l'époque, Allal Senassar, qui est un philosophe marocain, qui était directeur du département philosophie à l'UNESCO, a quitté son poste. Sa femme, il est rentré au Maroc et on lui a donné la direction de la bibliothèque. Et j'ai travaillé avec lui. Donc, et lui, il était amoureux des vieux livres. Il était différent de nos profs, en fait. Oui. Il était... Bon, c'était un homme de lettres, philosophe. Et à l'époque, je me rappelle qu'il avait dirigé un gros livre sur Auguste Comte. Alors, à la fin de la première année, quand j'ai réussi, je suis rentré en deuxième année, le doyen m'a convoqué, à l'époque, le Sijouahli, c'est le frère du gouverneur de la Banque du Maroc actuel. Et Sijouahli m'a convoqué, me dit « Il faut que tu passes le concours pour devenir assistant ». J'ai dit « Je ne suis pas prêt ». Et j'ai dit « Je finis d'abord la deuxième année ». Donc on est plein ciné-club. Et en deuxième année, donc quand j'ai fini la deuxième année, j'ai réussi, là aussi, de façon compliquée après ces événements, cette grève, commencé à chercher du travail. À ce moment-là, j'ai connu ma femme. Avec elle, on allait faire les tours des banques, déposer les CV. Et j'ai passé le concours en décembre. Et donc, je suis rentré à l'université en tant qu'assistant. Tu deviens assistant et tu commences à travailler? Je faisais mes premiers travaux dirigés sur les relations internationales. J'avais le même âge, j'étais plus jeune que mes étudiants à l'époque. C'était assez compliqué. Bon, ça s'est bien passé. Donc, juste avant, 3 mois avant, 4 mois avant que je ne termine, j'ai rencontré, je me rappelle, Bruno Etienne et Mstafa Khayati, Hakim Abrada. Et j'ai commencé à fréquenter un peu Bruno. Ça, c'est fin 78, donc je suis rentré. 79. En 79, donc, je commençais à enseigner assistant. Donc, entré immédiatement dans le 1, assistant, et j'ai fait mon premier papier sur la taylorisation des idées à la faculté de droit, avec un copain un peu fou. Oui. Chaque prof te donnait un petit truc, un texte renéotypé de 4 pages pour comment enseigner la méthode haute. Et j'ai fait un article un peu au vitriol sur ce truc, cette façon de réfléchir, de construire les dissertations dans le droit. Et ça a fait un scandale. J'étais encore stagiaire. Ça a choqué. Ah oui, ça a choqué. Et le prof en question, Amelou, a écrit un article traitant de pauvres assistants analphabètes. Et avec le recul, c'était un bon article?
Naïf, mais bon, tout à fait justifié. Bon, c'était le langage qui était un peu dur, mais c'était justifié à l'époque. Et ça m'a fait connaître la fac. Donc, et on était à ce moment-là en plein ciné-club. C'était l'espace d'apprentissage de tout. À la fois du cinéma, de la lecture, de la philosophie. À partir de quel moment? 78, c'est-à-dire au moment où j'ai eu ma licence, on avait fait notre putsch au ciné-club. C'est-à-dire c'était le groupe du quartier a pris le pouvoir au ciné-club au détriment des fondateurs, avec la complicité de Saad Cheribi. Moi, j'ai présidé le ciné-club pendant quelques années. Et donc, on a commencé à avoir une activité effrénée pendant 5 ans, c'est 6 ans. C'était une activité qui était culturelle, mais plutôt politique. Il y avait à l'époque 50 ciné-clubs au Maroc. Donc, on avait à peu près 24, 25 ciné-clubs à qui il fallait recevoir les colis des autres et faire le dispatching. Donc, lundi, c'était ma journée. Il fallait chercher les films. Il y a un de nous, on était 5-6, qui va faire la fiche technique. Mardi, c'était le Centre culturel français. La bibliothèque du Centre culturel, c'était Images et Son, Télérama, Cahiers de cinéma. Il fallait lire pour préparer la fiche technique du film, qui était généralement 2 pages maximum. Samedi, il fallait faire le visionnage du film. On se réunissait, on était une dizaine, on allait voir le film à Al-Kawakib. Donc on regardait le film ensemble, on décidait qui va animer. Et on avait un énorme problème parce qu'on était dans le déni de l'arabe. On ne voulait pas parler arabe, on ne parlait pas beaucoup arabe. Comme on lisait en français, donc on avait des difficultés à faire de l'animation. Là aussi, c'est là où on a appris. Moi, j'ai appris à animer en arabe aussi, en dialectal. On faisait le visionnage, on se mettait d'accord sur le scénario de l'animation. On avait des groupes de travail sur le cinéma qui se réunissaient. C'est là où on a travaillé sur des dossiers cinéma nouveau au Brésil, le cinéma allemand, etc. Donc on faisait des dossiers pour nous-mêmes. On faisait des séances de lecture sur des revues un peu compliquées. Il y avait qui? Alors, il y avait les permanents, les gens qui étaient tout le temps là. Il y avait Hassan, il y avait Mehdi, il y avait Saoudi, Salim, il y avait Hadiri qui est photographe, un très bon photographe. Il y avait Saad Cheribi. Il y avait des gens qui nous ont rejoints de la fac et qui d'ailleurs après ont fait de leur métier critique de cinéma. Après, parfois Galaoui qui est prof. Il y avait Omar qui est un économiste. Il y avait Agnouch à un moment donné, mais qui a fait d'ailleurs son mémoire de fin d'études sur le cinéma. Puis il y avait un type qui s'appelle Abbassi. Les filles étaient dans le ciné-club, mais on n'avait pas de filles dans le groupe. De toute façon, c'était très masculin aussi. La seule fois où on a eu une fille, c'est quand on a fait un film. C'était quoi ce film et qui l'a fait? C'est un moyen-métrage qui est perdu, malheureusement. On n'a que les photos de plateau. On a écrit avec Mehdi le scénario et Cheribi. On a écrit les dialogues ensemble et on a joué ensemble. Et l'enjeu, c'était justement ce conflit de sexe, la séduction, finalement le fait une fille dans un groupe, quel conflit qu'elle peut entraîner. L'objet aussi était le cinéma lui-même. Donc il y a une discussion sur le cinéma dans le film, qui est comme outil de séduction. C'est le premier film que Saad Cheribi a réalisé. Et d'ailleurs qui lui permet d'avoir une carte par la suite de réalisateur. Et donc quand je parle de calendrier cinéma, je me rappelle une année dans l'activité de cinéma, on organisait aussi des semaines. Des semaines. Donc on a organisé la semaine du film japonais. On a organisé la semaine du film allemand. On a organisé la rencontre nationale des animateurs de ciné-club. Ce qui se cachait derrière, c'était une action politique ou c'était vraiment intellectuel? Non, c'était culturel. Bien sûr, c'était politique aussi, mais pas directement politique. C'est-à-dire que je pense que c'est politique par omission, tout simplement. C'était découvrir la culture des autres. C'était découvrir le cinéma comme un langage. Le ciné-club l'Azaïm, comme parti pris idéologique et politique, était contre l'utilisation politique du cinéma. D'ailleurs, comparativement à ce qu'on appelle les ciné-clubs concurrents, il y avait un ciné-club Coco, disons fait
proche du Parti communiste, l'Amel, qui lui disait, qui faisait de la politique avec ça. Le cinéma El Jadida, qui était un autre ciné-club un peu extrême gauche, faisait ça. Nous, on a dit non. On fait du cinéma. Et d'ailleurs, après, on l'a fermé pour ça. Par exemple, prenons une des séquences fortes où on était très idéologiquement engagés. On passe le cinéma soviétique, Eisenstein. On a passé tout Eisenstein. Potemkin, Laguerre, Nevsky, Ivan le Terrible, la ligne générale, tous les films d'Eisenstein. Et on a travaillé sur Eisenstein comme propagande soviétique. Et avec une réflexion sur le niveau de liberté d'Eisenstein, comment il contourne la censure, avec un regard extrêmement dur, anti-stalinien en fait, très critique, etc. C'était très nouveau dans l'espace même cinématographique, j'allais dire, y compris francophone. On a fait une semaine d'ailleurs sur le cinéma suédois, si tu te rappelles. On a fait tout Bergman. On a fait le cinéma allemand, tout le cinéma allemand, Fassbinder, Winders à l'époque. Une semaine de cinéma égyptien ou arabe? Non, pas du tout. On a vu quelques films égyptiens. On a vu le cinéma, il y avait le cinéma marocain. On avait Ouchma qui était le premier film important du cinéma marocain. Bien sûr, dans le ciné-club, bien sûr, tous les cinéastes venaient. Donc c'est là où on a connu les Darqawi, qu'on a connu les Regab, qu'on a connu tous les. On avait de la chance, une chance immense. On passait les soirées avec les cinéastes, avec les peintres. En plus, il y avait des copains du quartier aussi qui faisaient du théâtre, qui étaient impliqués dans le ciné-club, mais qui faisaient eux-mêmes du théâtre. Eux qui étaient militants politiques aussi. D'ailleurs, parmi eux, il y a eu beaucoup de prisonniers politiques. 78, 84, c'est 6 ans. On aurait facilement pu aussi basculer vers l'autre côté et être bêtement prisonnier politique. Ça s'est joué sur rien. Et d'ailleurs, par exemple, mon père me disait, toi, tu es communiste. Parce que pour lui, le ciné-club, c'était un truc qui nous permettait de faire des choses en cachette. Alors que ce n'était pas vraiment le cas. C'était pas vraiment le cas. On était baptisés par les autres, les structuralistes petits bourgeois. Petit bourgeois, ça vous correspondait? Oui, on était un peu petits bourgeois. On avait deux occupations importantes, le foot et le cinéma. Après, les études, bien sûr. Ça va durer jusqu'à quand? Jusqu'à aujourd'hui. La complicité est toujours là. C'est un groupe d'une douzaine de personnes. On a des relations différentes les uns des autres. Il y a ceux qui fédèrent, ceux qui ne fédèrent pas, il y a des brouilles, on a élevé nos enfants ensemble, on a fait après des sorties ensemble. Il y a ceux qui ont fait la recherche, on est combien? On est 3 finalement. 3 qui est Mehdi, Hassan et moi qui ont fait la recherche. Il y a Shraibi qui est cinéaste, et il y a Hadiri qui est lui photographe, et il y a Omar, qui est prof d'économie, mais qui a fait du journalisme et qui a une boîte de journalisme. Le ciné-club, ça va s'arrêter à quel moment? Alors, on va le fermer probablement en 84, je pense. Il y a eu deux moments, 2 raisons. Il y a eu une sorte de rupture avec le public. On n'arrive plus à communiquer avec le public. On était tellement sophistiqués, peut-être faussement sophistiqués, que le public ne suivait pas. On a eu même des crises en pleine salle, des gens qui pleurent. On a commencé à faire un peu des expériences cinématographiques, d'ailleurs. Mehdi a continué à le faire. On l'a accompagné dans sa carrière un peu, dans les premiers temps, donc on a continué à écrire. Moi, sur ça, j'ai jamais pensé que c'était important dans ma trajectoire, mais on a travaillé avec Mehdi, beaucoup avec Mehdi et Saad. Donc on a fait ce premier film ensemble. On a fait avec lui le scénario et les dialogues de son deuxième moyen-métrage. Comment il s'appelle? L'Absence. Il s'appelle Absence. On a fait le scénario et les dialogues de son premier long-métrage, Chronique d'une vie normale. Après, on a continué à lire ses scénarios, à lui dire ce qu'on pense. Moi, j'ai travaillé avec Darqawi, donc
J'ai coécrit avec lui un scénario sur les années de Shahrazad. Puis après, j'ai fait l'adaptation du livre, du roman de Ben Jelloun, La prière de l'absent pour Hamid Bennani. Mais c'était très marginal dans ma carrière. J'ai quand même envie de demander pourquoi toi, tu t'es pas lancé dans le cinéma. Par rapport à l'écriture, non, ça ne m'a jamais intéressé. J'écris de façon cinématographique, je dois beaucoup au cinéma, même conceptuellement. Parce que ma thèse s'appelle Chant et contre-chant. Donc, même si le concept de chant était bourdieusien, moi je l'ai utilisé beaucoup plus comme un concept cinématographique. On revient sur l'académie, ta carrière après la licence, le diplôme. Après, tu fais une thèse. Oui, alors là aussi, ça se passe entre 1978 et 1984, ce processus. Donc je commence par m'inscrire avec Bruno Etienne. Et non, le troisième cycle, thèse du troisième cycle. Et donc je lui propose de travailler sur le religieux. Oui. La chance, c'est que tu es 79. 79, révolution iranienne, oui. Attaque de la mosquée de la Kaaba par Juhaymin. Après la fin du millénaire musulman, 14e, passe du 14e, enfin du centenaire, du siècle, et la sortie du livre d'Edouard Saïd, 78, l'orientalisme. Et tout ça crée que l'objet islam devient important, très vite important. Moi, pourquoi j'ai dû travailler sur les confréries? Parce que quand j'étais adolescent, je passais mes vacances d'été chez ma tante à Ouazzane. Ouazzane qui est la ville de la confrérie ouazzania, donc, où sur une petite ville à l'époque de 15 000, 20 000 habitants, il y a à peu près 300, 350 saints. Donc c'est une ville vraiment religieuse. Après, en bibliothèque, j'ai lu beaucoup de littérature coloniale sur ces questions. Donc je n'avais pas une idée sur l'islam contemporain, ni sur l'islam politique, etc. Donc j'ai commencé à lire. Il se trouve que Bruno Etienne, à l'époque, lui-même ne travaille pas sur le religieux du tout. Il avait fait sa thèse lui-même sur le droit des minorités en France. Il avait été en Algérie un peu. Il a travaillé pour le ministère de l'Intérieur algérien. Et du coup, mon sujet lui-même devient pour lui important. Oui. D'autant plus que j'étais un peu son assistant. Je suis devenu son assistant en histoire des idées politiques. Donc j'enseignais, lui enseignait l'histoire des idées politiques. Je faisais le TD de l'histoire des idées politiques. On a fait une première enquête, la première enquête de Casablanca. Moi, donc j'étais enseignant, jeune enseignant. Je suis devenu juste après maître assistant. On a fait l'enquête sur Casablanca, sur les lieux de culte à Casablanca. Le phénomène religieux commençait à apparaître de façon forte. Ça commençait à devenir important au Maroc? Pas de façon conceptuelle. C'est-à-dire que la saturation de l'espace religieux est devenue évidente. Les gens priaient davantage dans les mosquées. Par exemple, la prière du vendredi débordait les mosquées. C'est la première expression. Mais on avait aussi une activité autour des fêtes religieuses traditionnelles, des moussins, les marabouts, les saints fonctionnaient de façon encore beaucoup plus forte que maintenant. Comment tu expliques cette apparition un peu... Non, ce n'est pas une apparition, en fait. Ce n'est pas un retour, ni rien du tout. C'est que les sciences sociales ne voyaient pas. C'est tout. Ne regardez pas ça. En termes de nombre, Mais ça, c'est le phénomène urbanisation. C'est juste parce que la ville a grandi et que les espaces religieux, on ne construisait pas beaucoup à l'époque. Mais si tu veux, par exemple, dans les années 60, on nous imposait de faire la prière à l'école, officiellement. Nous, on faisait deux choses à l'école. C'est les drapeaux, le salut des drapeaux, chaque jour, et la prière. C'était obligatoire? Obligatoire. Chaque jour? Chaque jour. Au collège, c'était obligatoire. Donc, mais personne ne le voyait. C'était invisible. Avec la Révolution iranienne, on commence à dire que c'est un phénomène qui est agissant dans les sociétés modernes. Bien sûr, il y a eu des événements au lycée. Les frères commençaient à apparaître comme une force politique qui commence à faire quelques protestations. Les sciences sociales n'avaient pas pris en charge le phénomène.
Et même comme activité scientifique, à l'époque, je me rappelle que moi j'étais ici au Maroc, je travaillais je faisais mes premières enquêtes un peu de façon naïve sur Yassine, par exemple. J'ai fait le premier entretien sur Yassine, j'ai traduit sa lettre au roi, etc. Donc, mais les gens me disaient, qu'est-ce que tu fais? C'était aussi une forme d'intuition? Non, je ne sais pas, c'était de la chance. Et à l'époque, en même temps, il y a eu des rencontres. Bien sûr, Khayaté prenait au sérieux la question religieuse, mais en tant que militant. Il la prenait très au sérieux. À la fois comme ressource, dans la tradition, par rapport à la tradition elle-même, comme il était un connaisseur, mais aussi comme activité. Al-Hajjami prenait au sérieux, lui-même qui était formé à la Qarawiyyin, qui était un coco, un gaucho, mais formé à la Qarawiyyin, prenait au sérieux la question religieuse. Vous la prenez au sérieux aussi en tant que risque? Un peu, en tant qu'adversaire au moins, en tant qu'un autre projet de société concurrent. Par contre, les nationalistes, non. Les socialistes marocains, non. Eux, ils étaient très conservateurs religieux. 79-80, c'est vraiment quelque chose de central par rapport à ça. Et donc, je me lance de façon... Donc, je fais mes séances d'enquête. Et intuitivement, à l'époque, il y avait aussi Jean-François Clément qui était au Maroc, qui va forger le concept islamiste. Le premier travail, c'était de dire tout ça, c'est différent de la religion traditionnelle. C'était un peu la première intuition. Il se trouve qu'au même moment, à Aix, Ernest Gellner, va avoir une année sabbatique et il va s'installer à Aix pendant une année. Et Bruno rentre à Aix en 78, 79, juste après, avant que je ne soutienne mon mémoire de troisième cycle. En 79 et 80, je le rejoins à Aix pendant les 2 mois d'été, donc à la bibliothèque du Crezme. Je travaillais un peu sur ça. Et il se trouve qu'à cette année-là, toujours 79, à cause de tout ça, le Crezme, alors dirigé par Maurice Flory à l'époque, décide de consacrer le numéro de l'annuaire de l'Afrique du Nord à l'islam. Et vont sortir 3 livres à ce moment-là, 3 bouquins, assez innovateurs par rapport au reste du monde. Ça, c'est assez... un bouquin dirigé par Gellner, communauté religieuse, un truc d'anthropologie, où Gellner écrit Hart, etc., sur le religieux, mais de façon anthropologique. Le livre, l'annuaire de l'Afrique du Nord, mais un livre qui sort de l'annuaire, qui synthétise l'annuaire, parce que l'annuaire est à côté. L'islam en 1979. Et un livre dirigé par Vatin, aussi sur la religion. Ouais. Donc 3 livres en même temps. Et j'ai eu ma chance, parce que j'étais l'un des rares qui ont produit de l'empirie sur le religieux au Maroc à l'époque. Et on me propose de faire des textes. Et je fais avec... Donc c'est là où Bruno, ça va servir à quelque chose, à être un peu mon mentor, il va m'accompagner. Et donc on écrit 3 papiers, 3 textes ensemble. Et c'est là où j'ai fait mon premier texte sur la monopolisation du religieux par le roi. Donc en tout cas, et là, premier risque politique, si tu veux. Ouais. Risque politique, s'attaquer à la commanderie des croyants. C'était un truc assez risqué politiquement, qui va donc sur la monopolisation. Tu l'as payé? Je veux dire, tu l'as payé politiquement? Non, pas du tout. Non, là, il y a une chose qui est très importante sur le Maroc. Académiquement, il n'y avait aucune censure. Contrairement à ce qu'on peut te dire, que la sociologie a été interdite. Non. Il y a eu un mouvement, mais qui n'est pas uniquement politique, d'ensemble sur les sciences sociales, c'est dangereux. Mais disons, l'activité scientifique n'a jamais été censurée dans ce pays. Ça, je peux le dire. Il y avait des appréhensions, on pouvait te surveiller davantage, te tenir à l'œil, essayer de t'acheter, mais non. Comment tu expliques cette tolérance? Le pouvoir était très sûr de lui, d'abord, sur ces questions. Deuxièmement, contrairement, la Tunisie, les sciences sociales étaient au service de la modernisation, étaient directement impliquées dans la modernisation. Le problème, c'était dans la diffusion, pas dans la production.
Quand tu passes d'un support à un autre, bien sûr, tu deviens... mais tant que tu es au niveau académique, les cours, tu pouvais dire ce que tu veux. Il n'y avait aucune censure. Aucune sur ces questions. Bien sûr, il y a beaucoup d'autocensure. Donc ça, c'est un peu les premiers textes. Alors, entre-temps, et c'est là où t'expliquer pourquoi la bifurcation vers la sociologie rurale, vers le rural, vers le développement, c'est l'autre aspect de ma carrière, parce qu'en fait, ils n'ont jamais été ensemble. Ces trucs, c'était toujours parallèle. On dirait pratiquement des personnages différents qui font des choses différentes. Et parfois même avec des configurations différentes, mais aussi des personnes différentes, des amitiés. Mais donc, je fais mon mémoire de 3e cycle, là aussi, une certaine fierté. Et donc, je dis, je veux avoir les meilleurs comme dans mon jury. Et donc, je me dis, je veux avoir Pascon, Khatebi, Al-Aroui, en plus de Bruno Etienne. Bon, c'est un bon mémoire pour l'époque, mais bon, pas excellent. Pas magnifique. Et je vais voir Khatebi, je lui donne mon mémoire, il me dit, je veux que tu assistes à mon jury. Il me dit non. Mais qui es-tu pour que j'assiste à ton jury? Et il me renvoie. Al-Aroui, je n'ai pas pu y arriver parce qu'il était inaccessible, donc j'ai renoncé. Et parce que j'étais dans son bureau et j'ai laissé un exemplaire. Il m'écrit, parce qu'à l'époque on écrivait, il me dit oui, d'accord, je viens. Et il y avait Blanc, il y avait Bruno Etienne, Blanc et Pascon. Khatebi a refusé, Al-Aroui, je ne l'ai pas trouvé. Donc c'était mon première soutenance de thèse, mon mémoire. Et bien sûr, Khayaté était là. Et donc le soir de la soutenance, donc là aussi c'était un autre groupe, une autre socialisation. Et Hakima, la femme de Khayaté, Hakima organise une fête pour moi. Vous étiez amis? On était amis. Moi. J'étais un peu le protégé, le jeune là, qui est là, qui est le collègue. Et après, j'écris à Paul. C'était en juin, je lui ai écrit une lettre, lui dire « Je veux apprendre avec toi à faire du terrain ». Parce que Bruno, en fait, je savais que Bruno ne m'apprendrait rien, parce que ce n'était pas son domaine. Alors, pardon, juste une question là, c'est important. Rien dans ce que tu m'as raconté, ton itinéraire, personnellement, je ne vois rien qui te prédestinait à aller dans le rural. Non. Non. Non, mais ça c'est Paul, c'est par rapport à Pascon. C'est par rapport à Pascon. C'est dire faire du terrain. Je veux faire du terrain. Et donc mais après, c'est toujours des accidents, des chances, des rencontres. Jamais rien n'est déterminé. Donc je dis, je veux faire du terrain. Et je lui écris, il me répond en août. Il me dit, très simple, je te retrouve à côté du château d'eau de Mediouna, qui est un petit village au sud de Casablanca, à 6h du matin, tel jour. C'était la réponse. J'attends à 6h du matin, il y a une R16 verte, une Renault 16 verte qui arrive avec Pascon et il m'emmène à Tazarwat. Au Tazarwat, et je fais mon premier terrain avec lui. Il travaillait à l'époque sur l'investissement des migrants, de retour des migrants vers la Tazarwat. Il s'intéressait aussi à la famille. Je reste avec lui une dizaine de jours, on rentre, et il me dit, est-ce que tu connais des gens qui peuvent être enquêteurs? Et bien sûr, je dis oui. Et je dis, Mehdi, Hassan, j'emmène les copains. Et on fait la première, la deuxième, la troisième campagne ensemble d'enquête dans le Tazarwat. Alors, Paul, qui était un vrai mandarin, donc il dessinait les carrières des uns et des autres. Donc, après, à l'époque, donc c'était 81, 82, 3, j'étais engagé dans ma thèse, en train de faire mon travail de thèse, une enquête de terrain aussi sur ma thèse, etc. La relation, c'était Paul. On a constitué un autre petit groupe. Et là, dans ce petit groupe, il y avait Harzni, il y avait Naji, il y avait Arif, il y avait moi-même et Paul. C'est un groupe, une sorte de séminaire? On se rencontrait, on faisait des exposés, on avait un programme de recherche. Tout ça, j'ai plein de correspondances sur ça. Et donc, on a fait un premier texte collectif, une sorte d'épistémologie un peu naïve. Ce que je pense est faux, ça s'appelle le texte. On a sorti à la Manif.
Entre-temps, j'avais de 78 jusqu'à 90, j'avais une grosse activité journalistique à la Malif. Je faisais des comptes rendus de livres, j'ai des textes aussi, quelques textes. Pour des journaux. Pour la Malif, la revue. Pour la revue qui est une revue de gauche, culturelle, politique. Et donc on a fait des campagnes avec les copains. Et à ce moment-là, bon, je pense que les vocations sont nées. Alors, ça, c'est le premier tournant. Mais je suis resté dans la religion. Je travaillais sur Tazrouat, sur le concept, sur la religion, sur le saint, sur l'apprentissage des clercs, sur la formation des clercs locaux. Et Paul a décidé que je reste sur Tazrouat. Il avait ouvert un nouveau chantier à Ounaïn, qui est le Haut Atlas. Donc, la thèse, pardon, juste pour être sûr que ça soit précis, on commence quand, avec qui? Je poursuis mon troisième cycle sur pratiquement le sujet un peu le même, mais de façon beaucoup plus conséquente. Donc c'est chant et contre-chant religieux, c'est le mouvement islamiste. Première recherche maghrébine, même un peu monde arabe sur le mouvement islamiste, avec Bruno Etienne, que je soutiens à Aix en 84, juin 84. C'est une thèse d'État à Aix. En sciences politiques. En sciences politiques sur le mouvement islam politique. Et donc, mais entre-temps, j'ai investi rural. Donc là, c'est une certaine empirie, mais pas le rural encore. Le rural, mais en tant qu'espace de recherche empirique. Ça, c'est donc Bon, j'ai commencé à publier avec Bruno Sombrudo, etc. dans 84. J'ai pas publié de livre à l'époque. Je ne me sentais pas prêt. Le basculement où je commence à s'occuper du rural, c'est la mort de Paul. Donc en 84, Paul assiste à ma soutenance. Et commence ce projet en Mauritanie. Et il me dit, tu viens en Mauritanie. Et en fait, je ne suis pas allé, le voyage quand il est mort en 85, je ne suis pas allé. J'avais des examens à passer aux étudiants. Et il a fait avec moi le dernier cours en sociologie de développement. Je faisais un cours de sociologie de développement aux étudiants de la fac de droit. Je l'avais invité. Il partait dimanche et vendredi, il était chez moi. Donc on a fait le cours ensemble et il est parti. Et donc quand il est mort en 80, c'était bien sûr une catastrophe pour nous. C'était violent. Et il fallait reprendre ces dossiers. Notamment le projet qu'on avait en Mauritanie avec l'Institut agronomique. C'est quoi le projet? C'est un projet de transfert de technologie traditionnelle avec des paysans mauritanien, marocains du Tazrouat, qu'on emmenait faire ce transfert de technologie traditionnelle, d'exor soft, de l'eau dans les oasis mauritaniennes. Et commencer après une grosse aventure en Mauritanie, dans le Sahel, pour l'Institut agronomique. Et pour la FAO, puis pour le FIDA. Et après, j'ai intégré, sans l'intégrer institutionnellement, l'Institut agronomique en tant qu'associé à la direction de développement rural que Paul avait constitué. Et s'ensuit les travaux en sociologie rurale. L'un des premiers textes d'ailleurs qu'on a fait, qui est vraiment sur ça, on l'a fait avec Mehdi. C'était... Oui, dans le droit et société, oui. Quelques aspects du droit communautaire. Oui. Après, il y a eu Ounaïn, donc on a commencé à travailler sur Ounaïn, on a repris le dossier Ounaïn, et donc avec d'autres copains, avec Tamim dont j'ai parlé, avec Dahman, on a commencé à faire un peu ce qu'on faisait dans le ciné-club, du développement, mais faire du développement, pas réfléchir sur le développement. Donc, c'était quoi faire du développement? À partir d'une recherche un peu sur l'eau, les usages de l'eau, on a commencé à dire qu'il faut que ces gens accèdent à l'eau potable. Et donc on a cherché des sous, on a fait des actions d'eau potable, les premières. Matériellement, c'était quoi? Matériellement, c'est-à-dire trouver une source, faire de l'adduction d'eau, creusement, amener l'eau, organiser les gens autour de l'eau. Puis il y avait là un ingénieur, donc Dahman, qui était aussi associé au début avec Pascal en Mauritanie, dans le cadre de ce projet de technologie traditionnelle. Et il y avait Tamim, qui était originaire de... Donc on a fait les premières actions sur
d'adduction d'eau potable autour d'un concept qu'on appelait à l'époque le dispositif hydrosanitaire. Donc autour, hammam, construire un hammam, amener l'eau potable, créer un espace pour les femmes autour du complexe la mosquée, etc. Mais là aussi, c'était assez étanche par rapport à ma recherche. Je continue à faire mes recherches sur l'islam. Ça n'a rien à voir. Mes cours en histoire des idées politiques et en sciences politiques, ça n'a rien à voir. Et plutôt mes activités de développement ont commencé à devenir aussi rentables aussi. Alors, on a commencé à faire du consulting pour le FIDA, pour la FAO. Je reviens à cette histoire de puits d'eau potable. C'était pas engagement, pas d'aide. C'était quoi? C'était une action politique avant d'être consulté? Non, il y avait ce besoin d'aller vers les autres. Par exemple, sur Ounain, c'était catastrophique la situation de Ounain à l'époque. C'était du Moyen-Âge. Donc ce besoin de faire quelque chose pour ces gens était là. Par compassion, par militantisme peut-être. Je ne sais pas, mais ce n'était pas élaboré politiquement. C'était le citoyen. C'était pas élaboré politiquement, c'était citoyen. C'était faire ça. Et après, c'est là où le terrain te rend prisonnier, parce que ces gens-là, on est toujours en relation avec eux, jusqu'à aujourd'hui. Donc, que ce soit le Tazroual, que ce soit Ounain, ils te suivent jusqu'ici, tu es en relation, tu dois régler des problèmes chez eux. Donc, ça fait partie d'une vie, mais ce n'était pas élaboré. Par exemple, l'idée que la mosquée était au centre de leur activité, en tant que, j'allais dire, séculier, je ne dis même pas laïque, ou même pas anti-religieux. Bon, s'ils veulent qu'on élargisse l'espace de prière, au lieu de faire un hammam, on va travailler avec eux sur ça, et après on verra. Et après, le hammam va venir après. J'appelais à l'époque ça, j'essaie d'élaborer conceptuellement cette façon de travailler, qui était quand même relativement fonctionnaliste en même temps. Donc théoriquement, c'était ce qu'on appelait le développement féminin. Donc s'adapter avec les gens, travailler avec eux. Qui venaient aussi, je pense, du ciné-club. Ça donne une culture qui n'a jamais été dans la transformer les gens, ou les convertir, ou les ramener. Le financement, ça venait d'où? Alors, c'était toute une histoire. Paul avait négocié avec les Canadiens, le CRDI, un financement pour une monographie. Il leur a vendu une histoire un peu fictive dans cette commune enclavée du Haut-Atlas, où il y avait une sorte de projet de faire passer le train. Donc il leur a vendu l'idée qu'on va faire une étude avant le train, pendant le train et après le train. $1 000 pour une monographie, qui est une belle monographie, une vraie monographie sur la vallée, qui a été faite en 83. Après, il y a eu une petite étude qui a été financée aussi par un organisme international sur l'eau, usage de l'eau. Ça a donné un petit projet qui s'appelle Aqua. Et c'est là où le besoin est né. Latrine, eau potable, comme un vecteur de l'amélioration de la santé. C'était quelle année? 86-87. Donc l'UNICEF avait son gros programme latrine dans le monde. Latrine sèche, latrine humide, etc. Et on avait un représentant qui travaille à l'UNICEF ici, un Marocain, mais qui était sensible à ça et qui nous a débloqué $5 000. C'était quand même pas mal à l'époque. Oui, $5 000, on a fait ça, mais on n'avait pas de voiture. Tu sais, il fallait 12 heures pour aller à Ounain. Puis on a eu $5 000 encore, puis $5 000 encore, 3 fois. Et on a fait un film sur cette expérience. Ce film, Il doit être chez Apps. Il y avait des Autrichiens qui finançaient ENDA, qui étaient intéressés. Ils sont venus nous voir, ils ont dit on vous finance. 400 000 € sur 5 ans. Et ça, c'était pendant... 87, 88, je n'ai pas les dates. On a hésité. C'était énorme. Beaucoup d'argent. Donc, à l'époque, on était à l'Institut agronomique. On était encore à l'Institut, donc ça rentrait à l'Institut. On n'était pas association. Finalement, on a discuté, on a dit oui. Il a commencé un gros chantier à Ounain. On a fait beaucoup d'adduction d'eau potable.
On a fait beaucoup d'améliorations des techniques agricoles, irrigation. Quelqu'un a écrit par rapport à l'eau, quelqu'un a écrit là-dessus? Il y a des rapports, on n'a jamais écrit. Pas d'article. Je te dis, j'étais très occupé académiquement sur autre chose. Ça ne me paraissait pas important. Si, bon, par exemple, sur l'usage de la tribu, un des textes sur les tribus, il y a une partie UNEIN. Il y a une partie académique UNEIN sur l'expérience un peu d'électrification. Après, il y a eu l'expérience électrification. On l'a commencé d'ailleurs sur cet argent des Autrichiens, qu'on a électrifié un petit village sur 58, un petit village, 34 foyers. Et pendant 10 ans, ce petit village fonctionnait tout seul, et avec d'électricité, avec sa centrale, son agence de collecte. C'est un moteur diesel? Non, c'est une mini-centrale hydraulique. Ah oui. Ah oui, on a organisé avec une conduite forcée, collecte de l'eau en amont, conduite forcée. Les gens ont appris à faire tourner la centrale. On a organisé les gens autour de la centrale et avec comme un office d'électricité à 34 personnes. Et donc, Une sorte de coopérative. oui, donc ils payaient l'électricité. Alors, ça, par exemple, sur le sociologie du développement, c'était plein d'enseignements. Et après, il y a les Suisses qui sont venus nous voir. C'est un copain, un ambassadeur, on a fait le forcing, et on a eu 600 000 euros. Un financement de 600 000 euros. Pour l'IAV. À ce moment-là, on a changé. On a décidé de créer une association. Et après, l'IAV elle-même a changé parce qu'il ne voulait plus avoir ce financement sur projet. C'était quoi comme association? C'était laquelle? Terga. On a créé Terga, cette association qui est là maintenant, une grosse, une big association maintenant, actuellement avec pratiquement 200 employés. Donc on a créé Terga. Et on a géré cet argent, on a commencé on a fait l'électrification d'une partie de la vallée, avec là aussi toute une conception sur l'électrification, l'organisation des chantiers. Bon, il y avait plein de choses, plein d'enseignements sur ça. Côté académique, tu vas aller où à partir de la thèse? À la thèse, je suis devenu un bon spécialiste de l'islam politique, avec aussi la réticence d'aller sur le chemin d'un Kepper. Donc j'ai publié plein d'articles sur l'islam politique. Je n'ai publié mon livre finalement que presque 20 ans, 15 ans après. Et donc je continue à travailler un peu sur le religieux, mais plutôt sur le système politique, de façon un peu décalée par rapport à la science politique traditionnelle. Je travaille en fonction de mes thématiques. Donc, je sais faire du terrain, de l'immersion anthropologique, l'encours. Je sais le faire. Je sais faire de l'enquête sociologique quanti. Je sais le faire. Je sais faire aussi de la science politique classique ou même du droit. Des papiers qui sont extrêmement très ethnographiques et des papiers qui sont très politologiques. Institutionnellement, aujourd'hui, tu es professeur. Alors je suis resté professeur à la faculté de droit de Casablanca, Oui. donc jusqu'à il y a 4 ans. J'ai fait tous les postes, j'ai fait chef de département de sciences politiques, l'UFR, donc toutes les fonctions institutionnelles, organiser la formation en sciences politiques à la faculté de droit. Je pense qu'on a formé une génération, même 2 générations de politistes. Et on faisait de la socio à la faculté de droit. En fait, on faisait sciences politiques, mais plutôt socio à la faculté de droit, parce qu'il y avait là aussi un groupe qui s'est créé. Il y avait Hassan, un peu. Il y avait Sharqawi, Si Mohamed Sharqawi, qui est un autre sociologue, mais une autre sociologie française, un Durkheimien, qui était au CNRS et qui était prof ici en même temps. On était un groupe de 5-6 et on a monté donc cette formation de sciences politiques. Et pendant quelques temps, en 92, je pense, 94, j'étais plus à l'étroit là-bas. Et donc, on ne voulait pas nous laisser faire des choses intéressantes. J'ai réussi à émigrer à la faculté des lettres,
où on a monté un centre marocain, le CM2S, Centre marocain des sciences sociales. J'ai monté ça avec des collègues de la faculté des lettres et avec Hassan qui est venu. Et on a commencé à faire de la socio, sciences politiques mélangées, recevoir des étudiants de l'éco, de l'histoire. Et donc, pendant avec une grosse activité de recherche sur là-bas. Mais de façon presque un peu informelle. J'avais un tampon, j'avais un papier en tête, je pouvais faire des conventions. Et bon, le projet est mort, de toute façon, depuis. Donc ça, c'est une des activités qu'on a menées pour les sciences sociales. Après, en 2007, il y a un collègue français qui m'a dit « Est-ce que tu serais intéressé de venir en France ?» En fait, déjà en 2004, Bruno m'a dit « Tu viens. Tu viens. » Il y avait le poste de Camo, Michel Camo, à prendre. Ça ne s'est pas fait, je n'étais pas chaud. Et en 2007, il y a un collègue, Michel Peraldi, il m'a dit il cherche un prof de sociaux. Est-ce que tu serais intéressé? À ce moment-là, mes filles étaient parties en France. Alors j'ai pris une mise en disponibilité. J'étais passé le concours, parce que c'était un concours, c'était un poste ouvert avec un concours de prof, de sociaux. Département de sociaux de Aix-Marseille Université. Donc j'étais dans le département de sociaux et j'ai découvert l'université française, un peu sous-développée elle aussi, plein d'étudiants, un amphi de 600 étudiants, une socio extrêmement engagée politiquement. On enseigne ça, mais on n'enseigne pas ça. On fait du Bourdieu, on ne fait pas autre chose. On fait du structurel, on ne fait pas du marxisme. Donc j'ai fait ça. J'ai fait ça pendant 2 ans et demi. Après, Sciences Po sont venus me voir et ils m'ont débauché. Et j'ai rejoint Sciences Po Aix. Mais je suis resté à la marge. Je faisais mes cours, mes encadrements de thèse, et pendant, finalement, 10 ans, 12 ans, je faisais les deux. J'étais enseignant ici et là-bas. Je faisais la navette entre Casa et Aix. Et il y a eu une séquence de 4 ans où j'étais obligé d'aller travailler sur un projet d'une nouvelle Sciences Po marocaine, où je dirigeais une école, le GE, qui était le projet de faire l'université Mohamed VI Polytechnique. Et là, on avait beaucoup de moyens. Donc là, on a monté un vrai centre de recherche, des chaires, dont la chaire Paul Pascon, chaire études africaines, des coopérations internationales. Ça s'est brutalement arrêté, parce qu'on n'est pas très d'accord sur la façon de faire, sur les thématiques. Et j'ai repris mon poste en France. Actuellement, donc je co-dirige cette structure. Et je viens de prendre aussi d'autres responsabilités à Sciences Po, parce que je suis directeur délégué à la recherche à Sciences Po aussi. Donc, ce qui donne lieu à beaucoup de réunions. Et là, j'ai quitté la fac, j'ai pris ma retraite au Maroc. Là, officiellement, je suis retraité maintenant. Et tu continues à Aix, j'ai 4 ans encore. Professeur de sciences politiques, de sociologie et de sciences politiques à Aix. J'ai 2 grosses questions, un peu, mais la réponse peut être plus courte. La première, cela n'est pas énorme, ça peut être très rapide. Quelles sont tes relations, ou comment tu as géré tes relations avec le pouvoir? Est-ce que tu as été consulté, sollicité? Oui, bien sûr que j'étais très consulté. Bon, je suis politiquement engagé, ça c'est sûr, mais pas encarté. On a été courtisé par les partis politiques à l'époque. On ne voulait pas être dans un parti politique avec cette structure partisane. Les relations avec le pouvoir sont compliquées. En 1984, j'ai fait au premier congrès de la Fondation française de sciences politiques à Grenoble, en 1984, un texte qui s'appelle du régicide à la monada, à la controverse religieuse, sur Yassine, sur la lettre de Yassine, qui était assez dur. Et à l'époque, il y avait Rousset, Michel Rousset, qui était président de Grenoble, qui était proche du pouvoir ici. Il m'a invité, il voulait me sonder. Et à ce moment-là, je me suis dit, j'ai eu peur. J'ai dit, ça, tu fais ce genre de truc.
mais rien ne s'est passé. Alors, ça, c'est première. Et un deuxième moment où j'ai commencé, dans la Manif, à faire avec Naji des textes sur l'histoire. Donc, on a fait 2 textes importants. Un texte sur les prisons au XIXe siècle et un texte sur la visite d'un caïd rural à la cour de Hassan Ier, mais qui était en fait une métaphore sur la Hassan II, sur l'attente, la violence de l'attente, la prison. Et la Manif va être interdite. Alors beaucoup disent que c'est à cause de ce texte. Et Jacqueline est sûre que c'est à cause, on lui a dit que c'est à cause de ça. Bon. Mais ce n'est pas un acte de bravoure ni rien du tout. Moi, d'ailleurs, je le dis, je n'ai ni un intellectuel organique, ni un intellectuel militant. Le deuxième moment, qui était beaucoup plus violent, c'est en 86. Il y a un politologue marocain qui s'appelle Sahimi, qui est connu, Mustafa Sahimi, qui arrive avec une lettre, un pli très luxueux. Il me dit, tiens, j'ouvre la lettre, il y a une lettre, une demande signée par le ministre de l'Intérieur de l'époque, Bassari, par l'Aroui, et par, à l'époque, Osman, qui était le Premier ministre, me disant, un homme de science, etc., et on souhaiterait que vous participiez à un ouvrage collectif qu'on était en train de préparer sur le Maroc. C'était Édification d'un État nouveau, qui est sorti d'ailleurs chez Albin Michel. Moi, je suis devenu pâle. C'était vraiment un dilemme pour moi. D'abord, c'était très violent pour moi. Après, dans la lettre, il y avait un sommaire du livre avec un chapitre, Mohamed Touzi, le roi commandeur des croyants. Effectivement, dans ma thèse, il y avait un développement, des articles sur sa fonction religieuse, sur la monopolisation, mais c'était très critique. Il m'a dit, bon, je réfléchis, je demande Paul était mort à l'époque, donc je vais voir Charqaoui qui était le plus investi un peu. Il me dit, mais tu veux rester au Maroc? Tu écris. Oui, mais tu n'es pas obligé d'écrire ce qu'ils veulent. S'ils ne sont pas contents, ils te diront on ne le prend pas. Mais fais ce que tu veux. Fais. Donc il n'y avait pas de risque. Non, le risque, c'est le risque de réputation. Tu écris dans un truc du pouvoir, parce que le livre était fondateur de la nouvelle doctrine de l'État marocain à l'époque. Je fais le texte, je l'ai même bourré de fautes et tout. Et je reçois une lettre de Rousset, parce que c'est lui qui faisait le rewriting, qui me dit, attendez, j'ai vu ton texte, il est extrêmement intéressant. Et le livre sort, et il est sorti. Ah oui, avec mon texte, traduit en anglais, en arabe, donc tourné dans le Maroc. Mais j'ai dit non, je ne fais pas de tournée, je ne traduis pas en anglais. Ça a donné aussi une sorte de positionnement. Donc tu n'es pas inoffensif, mais tu n'es pas dangereux non plus. Tu es un intellectuel qui est sérieux. Après, bien sûr, j'ai eu plein de contacts avec, y compris le ministre de l'Intérieur, qui me respectait beaucoup. Après, il y a eu la sortie du livre. Et le livre était assez dur sur le pouvoir. Donc, il est sorti aux presses de Sciences Po, donc académique. Là aussi, j'ai de la chance. J'étais en France, je rentre et je reçois un coup de fil de ZEM, de la télévision. Ils me disent, Touzi, on vient de recevoir votre livre. Tu passes aux infos de 20h pour présenter ton livre. Et bien sûr, je présente le livre, donc les libraires, ça fait un peu une sorte de buzz. Le livre, finalement, il est diffusé, traduit en arabe, diffusé, épuisé, première édition, deuxième édition, et ça coïncide avec la mort de Hassan II aussi. En 2011, au moment du 20 février, j'étais en France. Je suis le mouvement comme tout le monde, le printemps arabe, ce qui se passe en Tunisie, en Égypte. J'étais très inquiet, extrêmement inquiet sur ce qui se passe au Maroc, donc très inquiet. Et c'est pour la première fois où j'appelle Jeune Afrique, j'appelle Hamid Baradat, à l'époque il était. Et je dis, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut faire un entretien pour dire un peu. Et il me rejoint le 6 mars 2011. Après la manifestation du 22 février. A fait un entretien bilan sur le nouveau règne, sur qu'est-ce qu'il faut faire comme réforme institutionnelle. Le texte devait sortir vendredi.
Mardi, Mu'tasim, qui est le conseiller du roi, qui est un collègue à moi, donc c'est moi qui était avec moi à la fac, m'appelle. C'est Mohamed, où est-ce que tu es? Tu sais que tu es à Aix, on a besoin de toi. Je dis, pourquoi? Il me dit, on a besoin, il faut que tu viennes. Et je rigole, je lui dis, tu payes le billet? Il me dit, bien sûr. Mardi, le 9, je rentre et je pars à Rabat chez lui. J'arrive à la maison, il y avait un dîner. C'est là où j'ai compris que c'est ça qui était l'objet de ma rentrée. Bien sûr, moi j'étais content d'y être. C'est une occasion aussi de faire ce que j'ai envie de faire, de participer à une réforme. C'était une belle épreuve, dure, où les coalitions sont incertaines, où les amis ne sont pas vraiment les amis, où les proches deviennent... Vraiment, c'était... où les conservateurs deviennent des progressistes, les progressistes deviennent des conservateurs. Mais c'était une belle expérience. Donc, où je me suis engagé à fond pendant 2 mois pour faire ce boulot, où j'ai essayé de contribuer. Tu as écrit quelque chose sur cet épisode Sur la commission, j'ai fait plutôt des entretiens avec la radio, France Culture. On a fait un séminaire autour de ces... Je comprends que tu as été consulté pour l'écriture de la Constitution tunisienne aussi. Alors, sur la Constitution tunisienne, on avait reçu... C'est les Allemands qui avaient organisé des visites des députés qui font partie de la commission de la Constituante, qui sont venus au Maroc. De toute façon, ma co-auteure du dernier livre, c'est Béatrice Ibo, qui a travaillé sur la Tunisie. Donc on a beaucoup de relations. Et donc en Tunisie, bon, non seulement j'étais très proche de Ayad, c'est un ami, oui, de Achour, mais aussi de Kemal, Gendouvi, donc qui est un ami. Donc tout ça fait que j'étais un peu impliqué dans l'IER, l'instance équité et réconciliation, mais en consultation, pas dans la commission. Donc j'ai beaucoup travaillé avec. Et puis l'un de mes amis, un peu mes compagnons aussi en politiste, qui est Mohamed Kerro, avec qui j'avais travaillé, on avait créé des trucs ensemble, notamment l'association des anthropologues de la Méditerranée. J'ai connu des gens comme Abqad Azrael, donc qui était un ami à sa mort, donc c'est un peu la génération Pascon. Là aussi, l'un des moments dans mon parcours de sciences sociales, ça a été 78-79 avec Khayaté, où la Fondation Konrad Adenauer avait essayé d'organiser les sociologues maghrébins. Ils avaient organisé un workshop à Marrakech, où il y avait Zrael, Bouralb, il y avait quelques Marocains, il y avait Guelner. Et j'étais, par Khayaté, assisté à ce colloque. Alors, ma dernière question, qui est un peu plus large peut-être même élastique. J'avais envie, en tant que, je peux dire spécialiste de l'islam politique? Non, enfin, oui, peut-être, oui. Ouais. Quelles étaient tes relations, quelles sont encore tes relations avec les chercheurs français qui se sont spécialisés aussi dans ce domaine, des Keppel, des Burga, tous ces gens-là qui ont travaillé? Alors, je vais te dire comment ça se passe. C'est très, très intéressant d'avoir entre le statut, j'allais dire, de touriste et le statut d'émigré en France. Quand tu es touriste, tu es chercheur touriste, tu viens et tu sers d'informateur. Tu as plein de copains comme ça qui te disent qu'est-ce qui se passe au Maroc, etc. Après, quand tu es vraiment émigré, et j'étais à un moment émigré, moi tu es émigré pour quelque temps, tu deviens un compétiteur. Donc ça devient un peu plus compliqué. Mais en fait, avec Gilles Keppel, on a commencé ensemble, il a travaillé avec Bruno. Et son premier travail de terrain, Égypte, on a fait ensemble, on était sur les mêmes terrains en même temps. Il est beaucoup plus smart que moi, beaucoup plus agile. Il a pu faire sa carrière vedette un peu. Moi, ça ne m'intéressait pas. Grâce à lui, par exemple, j'ai fait un séjour au CNRS, à Sciences Po pendant 1 année. On a écrit ensemble aussi des trucs. On a monté des cours ensemble ici. On a fait un parcours, un chemin, un bout de chemin ensemble, dans le respect. Avec Burga, c'est un peu différent. Burga, c'est quelqu'un qui est venu dans le tard sur l'islam, sur l'islamisme.
avec un autre dispositif conceptuel qui était un dispositif un peu gaucho mais mal articulé. C'est-à-dire donner la parole aux islamistes sans l'interroger. Et d'ailleurs, j'ai fait un papier qui est sorti en Tunisie, d'ailleurs, dans un livre qui s'appelle Sciences morales, sciences sociales, où je parle un peu de ce moment-là. Le politique, quand il fait le terrain, il dit j'étais, j'ai vu, j'ai écouté et je sais. Il n'a aucune interrogation épistémologique sur le rapport au terrain. C'est la grande différence. Donc lui, il écoute Yassine, il écrit ce qu'a dit Yassine et c'est tout. Il voit Ramnochi, il écrit ce qu'a dit Ramnochi, c'est tout. Et avec sa thèse l'islamiste, c'est le troisième étage de la fusée décolonisation. On n'a pas de relation, j'ai jamais voulu collaborer avec lui directement, ça ne m'intéresse pas. J'ai lu ce qu'il fait, mais je ne suis pas concerné. Contrairement à un type comme Roy, que je trouve un peu plus profond sur certains trucs. J'ai fait partie peut-être du premier groupe qui s'est intéressé à la question. Pour des raisons multiples, le fait que je sois marocain, que je sois au Maroc, c'est pas très audible. Tu ne fais pas carrière sur ça. Non, mais ça ne m'a jamais gêné. À un moment donné, moi j'ai coupé avec l'islamisme. J'ai dit, il n'y a pas que ça à faire dans la vie. Mes derniers textes sur les islamistes datent des années 98. Je suis en train maintenant de réfléchir à un livre sur ça. Mais bon, ce qui m'intéresse, c'est beaucoup plus un travail, réfléchir sur ça, sur le phénomène lui-même de la recherche. Et là, par exemple, je suis en contact avec Ashkar. Et là aussi, tu as un Libanais qui travaille sur l'orientalisme et qui fait l'impasse sur toute la production, j'allais dire, autochtone. Lui, pour lui, ceux qui en produisent, c'est Burga, Keppel, Brunetienne. J'ai commencé par travailler sur Nada et j'ai travaillé sur l'islamisme algérien au moment du fils, et donc j'ai fait du terrain en Algérie. Ce n'est pas des ennemis, c'est des adversaires. Et donc on est dans la controverse. En même temps, ce n'est pas le seul objet de recherche pour comprendre le fonctionnement des sociétés maghrébines. Donc il y a d'autres façons de les appréhender. Bien sûr, la réflexion peut être à contre-courant de ce qui se fait. Bon, la thèse de la modernisation par l'islamisme, j'y crois pas. La décolonisation par l'islamisme, j'y crois pas. Je pense que le processus, la sécularisation est en marche et qu'ils sont une des expressions peut-être marginales, paradoxales de cette sécularisation, mais la parenthèse va se fermer. Parce qu'il y a plus de femmes à l'université, parce que le projet lui-même politique est arrivé au mur, que finalement, les processus politiques, c'est un peu ce que je fais dans le dernier livre, ce n'est pas un processus linéaire. Il y a des recompositions, il y a des déplacements, il y a des changements, des transformations que les sociétés connaissent. Et notre rôle, c'est de les analyser, pas de les décider. C'est tout. Quand on a un rôle politique à jouer, on le joue, mais il ne faut pas prétendre au statut ni prophétique ni de l'intellectuel organique. Par contre, ce statut un peu, j'allais dire, d'initiateur, d'éveilleur de conscience, d'éveilleur de vocation, j'y crois. C'est un peu les deux principales fonctions du chercheur. Ah ouais, c'est d'éveiller des vocations, de révéler les vocations, les révéler. Et pour ça, il faut beaucoup de générosité. Il faut donner, on reçoit, quand on donne, on reçoit beaucoup. Moi, mes étudiants, je reçois beaucoup. Et il faut donner, et donc éveiller, c'est tout. Merci mille fois. Non, mais c'est avec plaisir, avec plaisir. Avec plaisir. Avec plaisir, avec plaisir. J'espère que ça va être intéressant. Ça sera intéressant, je peux te le garantir.